Internet, c'est une vieille technologie inventée dans le milieu des années 1960 aux États-Unis, avec un objectif clairement influencé par l'atmosphère de la guerre froide. Il s'agissait à l'époque de mettre les principaux ordinateurs du pays en réseau afin de conserver une puissance de calcul, même en cas de frappe nucléaire soviétique. Alors pendant une trentaine d'années, Internet est resté une technologie confidentielle, utilisée uniquement par les militaires et quelques universitaires. Alors, il faut dire que son utilisation à base de lignes de code et de protocoles de communication abscons était particulièrement rébarbative. Alors tout change au début des années 1990 avec l'invention du web, c'est-à-dire du protocole HTTP, ces fameux liens hypertextes sur lesquels vous pouvez cliquer pour aller d'un site à l'autre à l'aide de votre navigateur. Soudainement, Internet devient une technologie accessible à tous. Alors contrairement à ce que vous pourriez penser, le web n'est pas une invention américaine, mais européenne, puisqu'il a été mis au point par un Anglais, Tim Berners-Lee, au CERN, à côté de Genève, en Suisse. Depuis cette date, on a pris l'habitude de découper l'histoire du web en deux étapes successives, que l'on a appelées rétrospectivement le web 1.0 et le web 2.0. Le web 1.0 a duré une quinzaine d'années, entre le début des années 1990 et le milieu des années 2000. À l'époque, le fonctionnement du web reproduisait celui des grands médias classiques, comme les journaux, la radio ou la télévision. Des rédacteurs produisaient du contenu que les internautes se contentaient de consommer. C'était une vision verticale, hiérarchique, dans laquelle l'utilisateur n'était rien d'autre qu'un lecteur. Alors c'est encore plus ou moins le fonctionnement des sites des grands journaux d'information, à condition que vous retiriez les commentaires des lecteurs. Tout change au milieu des années 2000, avec le décollage de Facebook, de Wikipédia, de YouTube et des autres réseaux sociaux, pour donner naissance à ce que l'on appelle le Web 2.0. Désormais, ce sont les utilisateurs eux-mêmes qui produisent l'essentiel du contenu. Alors, il s'agit d'un Internet participatif où chacun peut à la fois lire, mais surtout écrire, déposer ses photos, poster ses vidéos et donner son avis sur tout et n'importe quoi. Alors, cependant, ce Web 2.0 reste fortement centralisé, avec une poignée de plateformes, les fameuses GAFAM, auxquelles s'ajoutent notamment TikTok ou Twitter, qui contrôlent l'essentiel des données et qui exploitent votre vie privée pour la revendre à des annonceurs afin de toujours mieux cibler leur publicité. En réaction à cette mainmise sur notre intimité, certains parient sur une troisième étape, appelée le Web 3, et non 3.0, mais ce n'est apparemment pas à cause du jeu de mots en anglais entre 3, qui veut dire 3, et free, qui veut dire libre. Le principe du Web 3, donc du Web libre, consiste à exacerber la dimension participative en décentralisant non seulement la production, mais aussi la possession des données. Alors cette volonté de se libérer de l'emprise des plateformes repose notamment sur l'utilisation de logiciels libres et de blockchain. Vos données sont partagées entre les différents utilisateurs sans que l'intermédiation d'un Google, d'un Amazon ou d'un Meta ne soit nécessaire. Alors bien entendu, cette ambition est au moins autant politique que technologique, puisqu'il s'agit de rendre aux utilisateurs la liberté d'utiliser leurs données à leur guise. Alors comme le Bitcoin à ses débuts, qui consistait à s'affranchir du contrôle de la monnaie par les États, le Web 3 s'apparente donc à un projet authentiquement anarchiste. Alors reste à vérifier que cette belle utopie ne basculera pas, elle aussi, dans la spéculation vorace et le cauchemar énergivore. Alors d'ici là, n'oubliez jamais ce dicton d'informaticien. Le cloud, ce n'est que le disque dur de quelqu'un d'autre.